Madame la Présidente, Madame la Première ministre, Madame, Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le Président de la Commission des lois, chers collègues. Le 9 janvier 2015, lors de la prise d'otage à l'hypercachère de la porte de Vincennes à Paris, un jeune travailleur malien, Lassana Bathily, a contribué à sauver plusieurs Français juifs pris en otage par un djihadiste. Par ce geste, cet homme a fait son devoir d'humanité et c'est toute la République qui lui a rendu hommage. Aujourd'hui, il a reçu son décret de naturalisation. Il est français. Le 9 août 2021, un étranger fauche, avec toute l'atrocité des bas instincts, le père Olivier Maire. Cette fois-ci, c'est le sentiment inverse qui nous accable. Comment expliquer qu'un homme, entré illégalement sur notre sol en 2012, puisse commettre l'irréparable, au moment même où, libéré sous contrôle judiciaire, après l'incendie de la cathédrale de Nantes, il n'est lui-même plus expulsable? Ces deux exemples nous inspirent au fond de réactions contraires qui sont les deux faces d'une même caricature. Côté pile, il y a ceux qui semblent douter de tout. Du haut de leur forteresse, qui ressemblerait plus à une ligne Maginot, l'étranger est présumé délinquant et la République quitterait dès lors, pour de bon, l'humanité. L'immigration zéro n'existe pas, et heureusement. Côté face, il y a ceux qui semblent ne douter de rien. La France serait la planche de salut du monde moderne. Fort heureusement, ces projets accueillent plus qu'ils n'intègrent, au point que l'Arche de Noé se dispute souvent au radeau de la Méduse. Côté pile, c'est donc le verre à moitié vide. De la grandeur de Rome, ils n'ont retenu que le déclin, et leur phobie tient en deux apostrophes, l'appel d'air. Côté face, c'est le verre à moitié plein. Leur politique commence souvent par accueil, mais finit rarement par expulsion. Leur fantasme, c'est un pays all-inclusive. Au fond, la noblesse d'âme des uns répond à la disposition d'esprit des autres. Sans jamais pointer du doigt le paradoxe que révèlent ces files d'attente, désormais numériques, plus souterraines, devant les préfectures et les sous-préfectures pour la délivrance de titres de séjour. Le paradoxe donc d'un système inhumain qui fait subir à des étrangers en situation régulière le chemin de croix d'un renouvellement. Le paradoxe d'un système inefficace où la lourdeur de la politique de guichet rallonge d'autant plus l'exécution de la politique d'éloignement après une probable protestation devant le juge. Voyons les choses en face avec lucidité. Nos règles européennes et nationales sont devenues inadaptées. Nos procédures sont longues, les voies de recours sont multiples. En parallèle, nous avons un système d'aide monétaire, sociale, médicale bien plus élaboré que tous nos voisins. Ce système est donc doublement inefficace. D'abord, car toute personne de mauvaise foi qui demande un titre de séjour dans notre pays dispose d'une latitude d'action pour s'enfermer dans une manœuvre dilatoire et détourner le système à son avantage. Ensuite, car toute personne vertueuse, sans intention d'essouffler le système, peut se perdre dans le maquis de notre enfer procédural. Il faut donc remettre à plat notre droit. Et garantir, ce faisant, celui des étrangers. Le simple acronyme OQTF a acquis à lui seul la postérité des édifices à abattre. C'est devenu le symbole de l'inefficacité de nos politiques migratoires. Peu importe que la part des immigrés dans la population soit stable, le taux d'exécution des OQTF est égrené chaque jour, disséqué, sans que l'on sache très bien à quoi il correspond et les obstacles auxquels nous nous confrontons. Ces obstacles, les voici. C'est d'abord le règlement européen de Dublin, en vertu duquel est rendu responsable du traitement d'une demande d'asile le premier État où arrive le demandeur. Le mécanisme est élémentaire, mais sa déclinaison est aujourd'hui inopérante. Les États frontaliers croulent sous les arrivées et peinent à enregistrer la masse des demandes. C'est le cas de la Grèce. D'autres États détournent, eux, volontairement le système en incitant les migrants à traverser leur pays sans les enregistrer. C'est le cas de la Hongrie. Le nouveau pacte, suggéré par la Commission européenne, trace une ligne cohérente. Faire en sorte, d'une part, que les demandes d'asile déboutées ne puissent plus bénéficier dans aucun autre pays de l'Union d'une allocation et d'un droit à l'hébergement. Prévoir, d'autre part, que les pays qui se refusent à accueillir les migrants financent en contrepartie les retours forcés. Le second obstacle, c'est notre procédure administrative. Pour traiter les 271 000 primo-délivrances en 2021 dans un délai raisonnable, soit on augmente les moyens, ce que nous faisons, souvent sans votre soutien, soit on change les procédures, ce que nous allons faire. La pratique d'instruction doit être simplifiée. Certains étrangers présentent plusieurs demandes de titre de séjour à la suite, en s'appuyant sur un fondement, puis sur un autre, ce qui embolise le système et alimente le contentieux. Le dévoiement du droit d'asile participe notamment de ce fait.
Le troisième obstacle, c'est notre procédure juridictionnelle. L'embolie menace la justice. 40% de l'activité des tribunaux administratifs et quasiment 50% des cours administratifs d'appel, c'est du contentieux des étrangers. Et encore, la plupart du temps, ce n'est pas un litige à trancher avec l'administration, mais une voie détournée pour faire traiter sa demande dans un délai raisonnable. Et même sur les litiges en eux-mêmes, le procédural est la règle. La lisibilité devient l'exception. Au point qu'une OQTF peut être soumise selon qu'un délai de départ volontaire est ou non accordé et selon le fondement duquel elle est adoptée, à un délai de recours de 48 heures, de 15 jours ou d'un mois. Il faut donc remettre à plat le système. En l'état, il n'existe pas moins de 12 procédures contentieuses qui se recoupent partiellement. Le Conseil d'État en suggère 3. Enfin, notre politique d'éloignement constitue un ultime obstacle. Réduire le temps administratif, puis le temps juridictionnel ne sert à rien si notre taux d'exécution des mesures d'éloignement reste faible. Or, ce taux d'exécution s'est continuellement détérioré. C'est l'effet ciseau de la politique d'éloignement. D'un côté, les mesures prononcées augmentent, de l'autre, leur taux d'exécution chute. Et pour cause, la chaîne d'éloignement manque de synergie. Il faut identifier les personnes en situation irrégulière qui organisent leur fuite d'identité. Le pays destinataire doit ensuite les reconnaître comme ressortissants avec un laissez-passer consulaire, ce qui est impossible, vous en conviendrez, dans un certain nombre de pays. Prenez l'Afghanistan. Ce n'est pas tout. Le dispositif de rétention administrative est en saturation et la procédure d'éloignement se judiciarise, invalidant parfois l'arrêté d'expulsion. Une partie de la solution est donc nationale, pour interpeller, pour augmenter la possibilité de placement en rétention. Une autre est européenne, pour avoir une stratégie globale et sortir de l'impasse avec les pays tiers non coopératifs. Mais ce que les Français ne comprennent plus, ce qui crée frustration et exaspération, c'est la trappe à illégalité, c'est-à-dire ce trou dans la raquette qui organise le phénomène des ni-ni, ces étrangers qui ne sont ni expulsables ni régularisables. Ni expulsables d'abord parce qu'ils sont entrés en France avant l'âge de 13 ans, ou résident depuis plus de 10 ans, ou sont mariés à un conjoint français depuis plus de 3 ans. Bref, des verrous législatifs qui font obstacle à leur expulsion. Mais ni régularisables ensuite, car s'ils poussent l'incivilité jusqu'à la délinquance, on ne peut pas leur délivrer des titres de séjour. Dans un second temps, ce que les Français ne comprennent pas, ce sont les paradoxes sur l'immigration du travail. Parmi les travailleurs étrangers qui conduisent nos VTC ou œuvrent en cuisine dans nos restaurants, nombreux sont dans l'illégalité, faute de titre de séjour. Parfois, cette trappe à illégalité fait la courte échelle à la délinquance. Mais pouvons-nous sincèrement faire tourner nos commerces, nos usines et nos restaurants sans eux? La réponse est non. Ce n'est pas moi qui vous le dis, ce sont les chefs d'entreprise qui nous interpellent. Ils appellent à une régularisation des travailleurs. Ils plébiscitent le nouveau titre de séjour renouvelable pour les métiers en tension annoncé par le gouvernement. Voilà une réponse concrète à l'intégration. Il faut faciliter les démarches des étrangers, sécuriser les compétences des entreprises. Ce n'est pas normal qu'un étranger, qui est une force vive de la nation depuis plusieurs années, qui s'intègre par l'effort et par le travail, qui s'acquitte d'un loyer, qui épouse nos valeurs, plonge dans l'illégalité du jour au lendemain, sans que l'on comprenne pourquoi son titre est suspendu. C'est le cas de ce chef d'entreprise de maçonnerie en Eure-et-Loire, frappé par la pénurie de main-d'œuvre, qui ne peut pas garder un jeune travailleur originaire du Sierra Leone, auquel a été notifiée une mesure d'expulsion, malgré un parcours exemplaire. Il y a également la nécessité d'attirer des compétences et des talents à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire choisir notre immigration. Il nous faut permettre l'implantation des médecins non communautaires en facilitant de façon dérogatoire les procédures administratives pour leur venue et en s'assurant que le nouveau dispositif de reconnaissance des praticiens diplômés hors de l'Union européenne soit bel et bien effectif. Tout en ayant conscience que tout ceci n'est pas un jeu à somme nulle. Le Maghreb, qui fournit notre plus gros contingent de médecins étrangers, comble ainsi indirectement nos déserts médicaux en agrandissant les siens. Une fois ces constats dressés, quelle valeur portons-nous et quelle lucidité devons-nous avoir? En matière d'immigration, on ne compte pas moins de 21 lois en 32 ans. J'ai relu les discours des différents ministres de l'Intérieur qui se sont succédés à cette tribune. Les mêmes mots ont souvent été employés, les mêmes promesses souvent formulées, avec toujours ce mouvement de balancier entre l'expulsion et l'intégration, en liant rarement l'un et l'autre. En embrassant d'un seul regard les deux statues qui, derrière moi et face à vous, se dressent de part et d'autre de la tapisserie des Gobelins. À gauche, la liberté. À droite, l'ordre public. La question n'est pas tant la recherche d'un équilibre dont personne ne fixerait en vérité les curseurs au même niveau, mais d'assumer le « en même temps », c'est-à-dire une radicalité et dans la liberté de l'accueil et dans l'ordre public et la reprise du contrôle. Notre enjeu, mes chers collègues, n'est pas de cocher une nouvelle case avec cette loi. C'est de partir du réel,
pour garantir une véritable politique publique dont les effets, perceptibles par tous, redonnent aux Français le sentiment que nous sommes maîtres de notre destin, que nous sommes une nation souveraine. N'oublions jamais qu'une France qui accueille, c'est d'abord une République qui intègre. Un État qui protège, c'est aussi un pouvoir souverain qui s'est éloigné. Pas de grandeur sans ouverture, pas d'ouverture sans responsabilité. Il nous faut lutter contre le sentiment d'impuissance, refuser aussi bien les totems que les tabous. C'est bien là le cœur de ce que doit être notre travail parlementaire. Assumons ici d'être une nation qui s'est nourrie de l'immigration. Les immigrés ont été nos frères d'armes. Je pense aux 183 000 tirailleurs africains que gardera à jamais en mémoire la boue des tranchées. La libération de la Corse en 1943 grâce à l'assaut d'états-majors marocains. Au concours des soldats d'Afrique dans l'enfoncement de la ligne Siegfried en 1944. Autant qu'ils ont été et sont nos travailleurs. Assumons de réguler, de maîtriser les flux pour mieux intégrer. Assumons d'affronter le défi de cette intégration avec des populations culturellement plus éloignées et posant des défis nouveaux, sans jamais quitter de vue que nous sommes une création continue de l'histoire, pas juste une somme de communautés juxtaposées. Une politique utile pour la France et claire pour les Français est celle qui s'ancre dans notre histoire et la respecte et entend les doutes et les inquiétudes légitimes des Français. Assumons de protéger des Français solidaires, mais qui craignent aussi le déclassement, le dumping social, tout autant que les immigrés qui risquent la traite humaine. Assumons de pointer l'exploitation quand elle frappe à nos portes, la quintessence étant les dark kitchens et ces livraisons à domicile sur lesquelles il nous faudra légiférer. Car ce que les Français ne comprennent plus, ce sont enfin vos contradictions. Allons-nous devoir expulser tous les étrangers de France, ceux dont le patronyme sonne moins hexagonal? Est-ce rendre grâce aux 20% de médecins qui ont sauvé des vies pendant le Covid? Est-ce rendre service aux réfugiés qui fuient la guerre? En quoi greffer des compétences hautement qualifiées sur des métiers en tension qui font la richesse de notre pays créerait-il un quelconque appel d'air? Pourquoi ne pas renouveler automatiquement les titres pluriannuels de ceux qui ne posent aucun problème et qui n'ont aucun casier judiciaire? Comme si la file d'attente était une partie du contrat d'intégration républicaine. Pourquoi enfin ne pas concentrer nos moyens sur les primo-arrivants, les personnes sous OQTF et celles qui ont un casier judiciaire? Au fond, l'enjeu pour notre majorité n'est d'être jugé ni par Marine Le Pen ni par Jean-Luc Mélenchon. Il n'y a qu'un juge de paix, les Français. Le pacte social que nous leur présentons, la clarté des propositions que nous leur formulons, l'efficacité des politiques publiques que nous portons. Nul ne pourra s'étonner de voir l'abstention galoper si le cœur de notre politique régalienne, le cœur de l'expression de notre souveraineté, alors nous sommes mis en échec. Face au risque de l'impuissance, nous devons répondre par la clairvoyance. Face au risque et du populisme, tout autant que de la démagogie, nous devons répondre par la lucidité et c'est ce à quoi nous nous employons. Je vous remercie.